Bien, vous l'avez vu partout dans les médias, dans les journaux aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an que Donald Trump est de retour au pouvoir à la Maison-Blanche. On a fait le calcul, 365 jours, il en reste 1000. Est-ce que les Américains, est-ce que la planète entière peut encore tenir 3 ans? C'est la question qu'on se pose. On est déjà, pour certains, en fait, fatigués. Il y en a qui trouvent que c'est anxiogène également, tout ce qui se passe, cette instabilité mondiale, ce nouvel ordre mondial qu'on est en train de vivre. Et on va parler avec quelqu'un qui habite aux États-Unis, Dr Julien Cavanagh, neurologue et professeur de neurologie à l'Université d'Emory à Atlanta. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour. Avant de parler de la science, de votre rôle de médecin, de docteur, j'ai envie de parler du citoyen. Comment c'est vivre aux États-Unis en ce moment? C'est vivre dans ce climat qui est, comme vous l'avez dit, très anxiogène, parce que tous les jours, il y a une nouvelle intervention de ce pouvoir exécutif qui est très, très consolidé, dans un système qui, normalement, est censé nous protéger par la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire avec un état de droit où il y a un Congrès qui fait son travail, il y a des institutions judiciaires qui font leur travail, et où on a un pouvoir exécutif, Donald Trump, la Maison-Blanche, qui tous les jours dit non, ce sont mes règles à moi, et les règles que vous connaissez ne s'appliquent plus. Vous l'avez vu avec ICE qui arrête les gens au volant de leur voiture. Les Américains savent très bien comment se comporter. On garde les mains sur le volant, on baisse la vitre, on donne son permis de conduire, etc. On a l'impression qu'avec ICE... On change de couleur de visage, parce que si tu gardes ta couleur noire, ça ne marchera pas. Il y a combien de personnes qui se sont fait arrêter qui disent « J'ai ma carte sur moi, j'ai ma carte verte sur moi. Je suis entièrement légal. » On les amène en détention et ils y restent. Donc, les citoyens ont peur de sortir pour aller travailler s'ils ne sont pas de la bonne couleur. C'est épouvantable. Incroyable. Ouais. Alors, il contrôle la police. Là, il a menacé la Cour suprême. Il a dit que si la Cour suprême ne lui donnait pas raison sur les tarifs, il allait renvoyer les juges de la Cour suprême. Donc, c'est ce que vous dites, c'est pas juste théorique, là, c'est tellement vrai. C'est la police, la justice, le pouvoir exécutif, le pouvoir présidentiel, le pouvoir militaire. Tous les pouvoirs dans les mains de ce clown dangereux. Moi, écoute, je sais pas comment vous faites. Moi, je me réfugie au Canada en disant « Wow! » On se réfugie, mais on sait qu'on a quand même un lien très important avec les États-Unis aussi. Et Dr Cavanagh, vous venez de publier un texte dans la presse Plus qui fait l'inventaire des désastres en santé et en sciences depuis 1 an. Et vous y avez goûté aussi beaucoup avec le sénateur Kennedy. Avec le secrétaire à la santé Kennedy, donc qui est un homme issu des théories du complot, anti-vaccin, qui arrive à la tête d'une administration colossale, qui a un énorme budget, de la couverture sociale des Américains, mais aussi de tout l'appareil de financement de la recherche publique et de tout l'appareil de la santé publique, et qui était jusqu'à maintenant la référence mondiale. C'est-à-dire que tout le monde regarde, en particulier sur ce fameux CDC, qui est le Centre de contrôle des maladies, qui est l'institution pionnière en épidémiologie et en contrôle des maladies infectieuses, et qui aujourd'hui est en train de perdre complètement sa crédibilité parce que Kennedy a remplacé entièrement le leadership pour des gens qui sont, comme lui, issus des théories du complot, des théories anti-vaccins. Et donc l'année 2025, cette première année du deuxième mandat de Donald Trump, elle est ponctuée sans arrêt de moments où on nous dit « Ah bah, le Tylenol, l'acétaminophène cause l'autisme où la commission des vaccins est entièrement remplacée, avec des gens qui sont anti-vaccins, et j'en passe, et des meilleurs. » Et ça, c'est un énorme affaiblissement de l'appareil de santé publique américain. Mais nous, on n'est pas des médecins, on est de simples citoyens. On regarde ça dans l'actualité, puis on dit ça n'a pas de bon sens. Mais vous, en tant que scientifique, bon, évidemment que ça a des répercussions sur les gens, sur la santé des gens. Et aussi, je me dis, est-ce que c'est possible de contester? Parce qu'on sait à quel point c'est difficile aux États-Unis présentement de contester. Est-ce qu'on peut dire, bien, le secrétaire Kennedy, c'est pas vrai? Est-ce que vous pouvez monter aux barricades, faire quelque chose de plus concret? Quand je publie un texte comme cet après-midi dans la presse, beaucoup de gens me disent, tu n'as pas peur? Ouais. Donc, ça dit quelque chose de l'ambiance dans laquelle on est, dans le pays où la liberté d'expression est inscrite comme premier amendement de la Constitution. Donc effectivement, c'est aussi ce climat d'angoisse qui est dans les communautés scientifiques quand leurs projets ne sont pas complètement annulés faute de financement, ou quand leurs étudiants ont leurs visas qui sont annulés par l'administration aussi. Et que dire des travailleurs de la santé publique qui sont dans ces institutions et qui se retrouvent dans des choix parfois cornéliens. Est-ce que je reste et je cautionne quelque part une institution qui est en train de perdre son âme, ou est-ce que je reste parce que je veux que l'institution continue à survivre et que des choses
choses positives continuent à être produites. C'est très difficile et ce sont beaucoup de choix très difficiles au quotidien. Vous avez parlé des subventions à la recherche. Donc, est-ce qu'il y a une modification de la priorisation des recherches ou du financement des équipes de travail? Alors, complètement, parce que quand l'administration Trump est arrivée, Elon Musk a déployé son fameux Department of Government Efficiency, de l'efficacité gouvernementale, et la première chose qu'ils ont fait, c'est de rechercher par mots-clés tous les projets de recherche qui avaient des subventions publiques pour chercher ceux qui parlaient de diversité, de genre, d'inclusion, de droits des femmes, et de supprimer le financement de tous ces projets-là. Donc il y a eu presque plusieurs milliards de dollars, c'est très difficile de calculer exactement la somme. Donc il y a une réorientation de la recherche sur d'autres priorités. Il y a une censure interne des chercheurs lorsqu'ils font leurs demandes de financement et lorsqu'ils publient leurs travaux. Et puis, au-delà de ça, il y a une tentative de prise en main du secteur universitaire aux États-Unis, puisque l'administration Trump a demandé, on l'a vu lorsqu'il y a eu ces batailles avec l'université Harvard, avec Columbia, avec d'autres universités, mais de réorienter le contenu qui est enseigné dans les universités en utilisant les fonds de la recherche pour dire, voilà, soit vous parlez de ça à vos étudiants, c'est-à-dire vous réintroduisez dans les cursus un discours conservateur, soit on vous supprime votre budget de recherche sur le cancer, par exemple. Est-ce que ça va jusqu'à la médecine? Est-ce qu'on réoriente des recherches en médecine? Ça va jusqu'à la médecine parce que, par exemple, à Harvard, il y a des budgets de recherche sur Alzheimer, sur la maladie d'Alzheimer, qui n'avaient rien à voir avec ce qui pouvait être raconté en cours de géopolitique. Mais l'administration Trump a lié les deux en disant à Harvard, si vous voulez votre financement pour ce projet Alzheimer, il va falloir que vous changiez de discours sur la géopolitique, etc. Ouais. Docteur Julien Cavanagh, est-ce que ça change votre pratique aussi? Est-ce que quand vous rencontrez des citoyens, des gens que vous soignez, est-ce qu'eux arrivent avec des questions évoquées par soit le secrétaire Kennedy ou Donald Trump concernant les Tylenol, les compagnies? Ils vont dire, oui, mais j'ai entendu que les vaccins, c'était pas bon. Est-ce que ça, vous devez faire davantage aussi de prévention, d'information auprès de ces gens-là? Alors, sur les vaccins, on a vraiment l'impression d'être en train de perdre la bataille parce que on était vraiment face à des patients qui maintenant sont très très réticents à se faire vacciner lorsqu'on a besoin de les faire vacciner. Puis il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire que les patients, ils arrivent sans couverture maladie depuis le 1er janvier parce que beaucoup l'ont perdu et donc ils sont aussi dans une préoccupation qui est beaucoup plus j'allais dire terre à terre, mais beaucoup plus vitale. C'est-à-dire comment je vais faire pour payer les médicaments. Donc ça, ceux qui ont perdu leur couverture maladie. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. La semaine dernière, j'ai une patiente dont on préparait la sortie très, très, très malade. Et elle allait finir par pouvoir sortir. Il y a 4 médicaments contre l'épilepsie, des médicaments classiques. Et lorsqu'on faisait le compte pour cette famille qui n'avait pas d'assurance, ça faisait $25 par mois par médicament. Donc $100 de médicaments par mois à payer de leur poche. La famille a dit on ne pourra pas payer ça, on n'a pas les moyens de payer ça. Et donc on a dû rechanger tout le traitement en allant chercher dans la liste des supermarchés Walmart qui a une liste de médicaments à $4 par mois pour réduire le coût pour cette famille. Donc, effectivement, il y a ce climat sur la recherche, etc., sur l'université, c'est une chose. Mais la préoccupation des Américains qui sont en train de perdre leur assurance santé, elle est beaucoup plus vitale. Il y a aussi la question de l'alimentation qui fait aussi partie de la santé. Il y a beaucoup de coupures qui ont été faites dans l'alimentation de base des populations les plus pauvres. Oui, alors, Robert Kennedy Jr., il est arrivé avec quelque part un discours positif sur il va falloir changer l'alimentation des Américains. On a une épidémie d'obésité, de diabète qui est absolument terrible. L'industrie agroalimentaire doit être reprise en main et les Américains doivent pouvoir accéder à des produits de qualité qui ne sont pas hyper transformés pour pouvoir mettre un terme. Mais on a été très déçus par ça aussi. Parce que, alors évidemment, il y a son coût médiatique, il faut manger plus de protéines, etc. Des choses qui n'ont aucun sens. Manger davantage de viande rouge, buvez du lait entier. Quand on nous dit l'inverse depuis des années. Alors qu'on nous dit l'inverse depuis des années, mais à raison.
Et évidemment, il n'y a rien qui est fait pour que ces produits soient plus abordables pour que le consommateur de base, à qui on a généreusement mis du sucre de canne au lieu de mettre du sirop de fructose dans le Coca-Cola, ce qui ne change rien à l'impact calorique et à la lutte contre ces aliments hyper transformés. Vous habitez à Atlanta. Est-ce que vous avez vu la police de l'immigration, ICE, débarquer chez vous? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous sentez leur présence? Alors, en Géorgie, on a eu une affaire absolument édifiante, qui était une usine Hyundai qui s'était installée au sud d'Atlanta, où plusieurs personnes de la nationalité coréenne qui étaient là de façon tout à fait légale ont été coffrées pendant plus de 24 heures. Mais dans la ville d'Atlanta, on ne les voit pas trop parce que ce sont les villes démocrates. Alors, le maire d'Atlanta est un démocrate, mais c'est dans un État dont le gouverneur est républicain. Et ICE cible, il semble que l'administration Trump cible des États dont le gouverneur est démocrate et des villes qui sont démocrates. D'où le Minnesota et d'où Chicago, etc. Et donc, à Atlanta, quelque part, on est un peu plus à l'aise par rapport à ça. Les gens sont armés aussi dans le Sud. Vous pensez que ça pourrait aller jusqu'à, par exemple, une altercation? Par exemple, si ICE se comportait dans Atlanta comme il se comporte à Minneapolis, est-ce que vous pensez que ça pourrait virer au rififi? Dans le sud des États-Unis, quand on conduit et qu'on regarde les autres dans leur voiture, on se dit et on sait que beaucoup ont une arme à feu dans la boîte à gants. Oui. Bien, Docteur Julien Cavana, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon séjour ici, un peu de répit à Montréal. Merci. Contrairement à ce qui se passe présentement aux États-Unis, bien sûr. Et quand vous êtes de passage, vous venez nous voir quand vous voulez. Vous êtes toujours le bienvenu. Oui, vraiment, neurologue et professeur, je rappelle, de neurologie à l'Université Emory d'Atlanta.